Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode un peu spécial. C'est l'épisode qui, à mon sens, tourne définitivement la page en fait, entre tout ce qu'on a fait jusqu'ici et tout ce qu'on va faire à partir de maintenant. Je vais juste me mettre face cam pendant 2-3 minutes, j'ai quelques mots à te partager et je te laisserai avec le contenu que je t'ai préparé. J'ai annoncé à toute ma communauté cette semaine par email que j'allais retirer de la vente toutes les formations que j'avais créées et qui étaient présentes dans mon catalogue. Je pense sincèrement que c'était la dernière chose qui me restait à faire en fait pour tourner définitivement cette page. Je pense que mes formations étaient un élément important dans l'identité de créateur de contenu que je suis en train d'abandonner progressivement. Et donc pour clore ce gros chapitre, j'ai créé un petit événement qui se termine ce soir, le 10 juin, autour d'une dernière occasion, si jamais tu le souhaites, de te procurer les programmes que j'avais créés ces 5 dernières années. Et donc, ce 10 juin 2021, je sens que ça va être une date importante dans mon parcours et je voulais faire quelque chose de très spécial pour que ce soit une date très sympa pour nous tous. Et donc, je voulais t'offrir aujourd'hui quelque chose qui, je l'espère, pourra t'apporter un maximum de valeur. C'est un peu la belle conclusion, en gros, de toutes ces années de contenu. Avant de t'en parler, j'aimerais prendre le temps, je ne le fais pas assez souvent, je pense, mais je pourrais prendre le temps pour te remercier profondément pour cette fidélité sur ces plus de 450 épisodes. Ça a été un parcours assez riche, une aventure assez riche. Et donc en ce 10 juin 2021, je te propose dans ce contenu une compilation. Je te propose 8 extraits que j'apprécie tout particulièrement, une forme de medley, 8 extraits de mes 8 dernières formations, les 8 dernières que j'ai créées et partagées sur les 12, 15, 20 derniers mois environ. Je trouve que ça fait une belle conclusion à cette première vague de environ 450 épisodes. Tu trouveras des extraits qui t'inspireront beaucoup, je l'espère, sur des tas de sujets, sur la progression personnelle, sur l'engagement, la vision, les valeurs, le stoïcisme, l'apprentissage, les croyances, ce que peut être le succès, etc. etc. Voilà, c'est une façon pour moi de te remercier. Et avant de te laisser à ce medley, à cette compilation, il y a deux options. Soit on est le 10 juin 2021, donc aujourd'hui même, au moment où je publie la vidéo, et tu veux profiter de cette dernière chance de te procurer un certain contenu. Tu as les liens en description si c'est le cas. Soit on est après le 10 juin 2021 et dans ce cas, je t'invite simplement à profiter, à tirer le meilleur de ce qui va suivre. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te laisse avec cette compilation et je te dis à la prochaine. J'ai hâte d'ouvrir ce nouveau chapitre avec toi ensuite. Je te retrouve très bientôt. On attaque ce module avec quelques mots sur l'engagement. 3 points, hésitation, investissement et engagement dynamique. Premier point, j'aimerais commencer par te lire un passage de William Hutchinson Murray, c'est un alpiniste, c'est un écrivain également du XXe siècle, qui nous dit, et qui citera également Goethe, en fin de citation, j'ouvre les guillemets, jusqu'au moment où l'on s'engage, il n'y a qu'hésitation, occasion de revenir en arrière et inefficacité. Concernant tous les actes exigeant initiative et création, il y a une vérité élémentaire dont la méconnaissance a fait avorter des idées innombrables et des projets fabuleux. C'est qu'à l'instant où l'on s'engage pour de bon, la providence se met en marche à son tour. Toutes sortes de circonstances favorables se produisent qui, autrement, ne se seraient pas manifestées. La décision engendre un courant d'événements qui suscite sur son passage une variété d'incidents imprévus et bénéfiques, de rencontres et de soutien matériel dont personne n'aurait osé rêver. J'ai appris avec un profond respect de cette phrase de Goethe: quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Je ferme les guillemets. Alors, jusqu'au moment où l'on s'engage, s'il y a vraiment une chose à retenir, jusqu'au moment où l'on s'engage, il n'y a qu'hésitation, occasion de revenir en arrière et inefficacité. Jusqu'au moment où l'on s'engage, il n'y a qu'hésitation, occasion de revenir en arrière et inefficacité. L'engagement, qu'est-ce que c'est ? L'engagement, c'est de la loyauté envers soi-même. Tu as un appel d'une certaine quête, tu sens que tu dois accomplir cette quête, tu es loyal envers toi-même, tu t'engages à faire ce qu'il faut pour avancer. Et tant qu'il n'y a pas cet engagement profond, il y aura de l'hésitation. Il y aura toujours une option de ne pas faire, de revenir en arrière. Une option finalement de ne pas s'engager. On sait que cette quête sera difficile. On le sait d'avance. On sait qu'on va avoir besoin d'audace. On sait qu'on va devoir oser se lancer. Kierkegaard nous dit « oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. » Et tout ça commencera par un engagement à 100%. Donc premier point, tant qu'on ne s'engage pas, il n'y aura qu'hésitation.
Ok, être engagé, c'est faire preuve de loyauté envers soi-même. On veut qu'il y ait le gap le plus court possible entre la vision et la décision. Ok, on a une certaine vision, paf, on passe tout de suite à la décision, ok, qui est en rapport avec cette vision-là. Et on reparlera de cette idée plus tard, mais on veut que notre rêveur fasse confiance à notre faiseur. La partie en nous qui visionne ce meilleur futur doit avoir confiance dans la partie à l'intérieur de nous qui agit au quotidien. Okay, on veut que les deux fonctionnent ensemble. Deuxième point du coup, l'investissement. L'engagement est un investissement. On va avoir pleinement conscience de cette idée d'investissement parce que si on attend un retour, un bénéfice immédiat en fait, après chaque action que l'on a entrepris, on va très vite déchanter. Okay, on n'est pas sur du long terme là. Quand on parle d'investissement sur le long terme, on ne s'attend pas à ce que aujourd'hui paye aujourd'hui. Okay, s'attendre à des bénéfices, à de grandes avancées dans notre quête après chacune de nos actions, c'est vraiment finalement se créer le plus court chemin vers l'échec et surtout vers l'abandon parce que naturellement on se décourage de ne pas avoir le résultat souhaité. Donc on veut y penser chaque jour, on veut y penser d'une manière quotidienne. Ce qu'on fait aujourd'hui, l'action qu'on fait aujourd'hui, on l'investit pour plus tard. On récoltera un bénéfice à l'avenir. Okay, l'engagement est un investissement. Et troisième point, on va pas mal le développer, l'engagement est purement dynamique. Il n'y a rien de statique. On n'est jamais 100% engagé un jour et c'est bon. On est tranquille pour le reste de la décennie. Okay, ce n'est pas une histoire de juste un jour. On repense à notre ballon de volley. Okay, on le lâche le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte à la surface. Et donc notre vrai combat, notre vraie quête à l'intérieur de chacune de nos quêtes respectives, c'est de s'engager à rester engagé. Okay, de s'engager à rester engagé. Je pense que c'est l'une des notions qui m'a le plus parlé dans ma progression personnelle, dans mon travail avec notamment mon coach, c'est l'idée de l'engagement dans l'engagement. Okay, on est engagé dans notre engagement. Je te parlais dans la toute première vidéo de l'introduction de cette formation, je ne sais pas si tu t'en souviens, d'embrasser l'idée d'être simultanément all-in dans notre quête, okay, on est pleinement investi, et d'être simultanément complètement détaché de notre quête. Pourquoi ? Parce qu'on ne regarde plus vers le haut lorsqu'on commence notre ascension, on porte toute notre concentration, beaucoup disent sur le process, okay, j'aime bien dire sur notre engagement quotidien, surtout sur notre réengagement quotidien. Parce qu'il y a des jours, quoi qu'il arrive, qu'on soit bien clair là-dessus, où ça ne va pas se passer comme prévu. Mais on se réengage, c'est pas très grave. Okay, et c'est ce réengagement permanent qui nous mène au résultat que l'on souhaite atteindre. Toute notre force intérieure, j'en dédie une partie parce que c'est vraiment fondamental, toute notre force intérieure viendra de là. Okay, même si ce n'est pas évident, on va essayer de la traduire dans la vraie vie grâce à différents concepts qu'on verra à la suite de ce module-là. Mais toute notre force intérieure vient de l'engagement dans notre engagement. J'aimerais finir cette première partie avec une dernière métaphore qui va représenter deux idées en fait. La première, c'est l'équilibre parfait. On va savoir que cet équilibre parfait n'existe jamais. Et la seconde, c'est celle de la correction permanente. Ces idées, elles sont valables pour tout dans la vie. Il n'y a jamais un moment où on atteint le parfait équilibre, okay, où on a une certitude absolue sur ce que l'on fait, sur la justesse de ce que l'on fait et sur la justesse de ce que l'on doit faire. Okay, il n'y a jamais un moment où on agit à la perfection. Par définition, la perfection n'existe pas. Okay, on ne ferme jamais complètement le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Ce gap est asymptotique. Donc notre jeu général, dans notre quête, le plus grand jeu auquel on peut jouer, ce sera toujours d'apporter la correction suffisante dans notre comportement pour nous remettre sur la bonne route. Okay, la correction suffisante. Et notre engagement, il est là. Il se trouve dans le fait d'être engagé à toujours corriger. La métaphore, est la suivante. Tu prends un trajet en bateau entre Paris et New York, ça va être dur de partir de Paris, entre l'Europe et New York, okay, entre l'Angleterre et l'Europe, peu importe d'où on part exactement. Bon, ce trajet en bateau, vois-le exactement comme notre quête. Okay, il n'y a jamais un moment où ce trajet il est en ligne droite. Okay, je te le disais dans le premier module, notre quête n'est pas linéaire. Elle suit une sorte de sinusoïde assez étrange. En réalité, ça va même beaucoup plus loin que ça. Si tu regardes le tracé GPS du bateau, ça ne va pas être juste une sinusoïde, ça va être un zigzag monumental. Parce qu'il va faire en fonction des circonstances à l'instant T. Okay, il va faire en fonction du vent, en fonction des courants. Et donc le but du bateau va être sans cesse, sans arrêt, toujours son objectif principal va être de corriger son décalage, corriger sa trajectoire.
Et c'est cette petite correction permanente, qui va arriver des milliers de fois durant son parcours, qui va le faire arriver à bon port. Vois cette correction comme un réengagement permanent. On s'éloigne un peu, boum, on corrige, on revient. On s'éloigne dans l'autre sens, boum, on corrige, on revient. On n'aura jamais un équilibre. L'équilibre en soi, c'est vraiment une notion qui n'existe pas vraiment. Okay, un funambule, par exemple, c'est la même chose. On dit qu'il est en équilibre sur son fil, mais il n'est jamais en équilibre parfait. Il oscille autour de son point d'équilibre. Et il fait à chaque seconde plusieurs corrections, plusieurs minuscules corrections qui lui permettent de garder le cap, de rester sur son fil. Et notre jeu, il est là. C'est vraiment le jeu de notre vie en fait. Être dans la correction permanente pour fermer le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. On s'éloigne, boum, on se réengage immédiatement, on corrige, on reprend notre chemin. Et en se réengageant encore et encore, on crée un momentum. J'ai conscience que c'est relativement théorique ce que je te dis. On crée un momentum et ce momentum crée une force. Et cette force nous permet d'avancer dans notre quête. Cette force, c'est notre force intérieure. J'ai aussi Sénèque qui m'est venu en tête. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, nous devons aussi nous rendre facile et ne point nous attacher trop vivement à nos projets. Sachons passer dans la route où le sort nous mène, ne craignons pas les changements dans nos propres plans et dans notre condition, mais n'allons pas tomber dans la légèreté, ce vice essentiellement ennemi de notre repos. Je ferme les guillemets. Dans certains textes, on peut traduire également le terme de légèreté ici par inconstance. Ne laissons pas l'inconstance, ne tombons pas dans le piège de l'inconstance, ce vice essentiellement ennemi de notre repos. On est en perpétuelle adaptation. Okay, on reste flexible, on sait qu'on s'engage sur un énorme zigzag, et du coup il nous dit « sachons passer dans la route où le sort nous mène ». Dans la philosophie antique, il y a toujours cette idée que la vertu se situe entre deux vices, entre la déficience et entre l'excès. On veut que notre engagement se situe entre l'inconstance ou la légèreté, on n'est pas assez engagé, et l'obstination, okay, où on reste attaché quoi qu'il arrive à la même idée, au même plan de départ, alors que parfois les conditions sont complètement différentes. Dès qu'on récolte une donnée, notre plan se réajuste. Okay, on a cette petite correction. On serait, je pense que tu seras d'accord, relativement stupide de s'obstiner alors qu'on recueille des informations qui sont différentes. Et l'idée d'être engagé dans notre propre engagement nous aide beaucoup parce que par définition, elle sous-entend déjà un réengagement permanent. Donc elle sous-entend que notre route ne sera jamais linéaire. Donc on embrasse également cette notion de flexibilité. Okay, petite parenthèse, je t'en parle aussi dans l'idée de on ne pourra pas tout prévoir. On entre dans une forêt qui est assez sombre, donc on va devoir agir pour récolter de la donnée, okay, tout en ne sachant pas à 100% si notre action sera la plus judicieuse. Okay, c'est aussi cette flexibilité qui nous permet d'agir jour après jour. On en reparlera d'une manière extrêmement concrète en fin de ce module, dans la dernière partie. Je ferme la parenthèse, je te laisse méditer sur tout ça. Sans un engagement parfait, il n'y a qu'hésitation. Okay, l'engagement est un investissement et on veut s'engager non pas dans notre action, en tout cas non pas seulement, mais surtout dans notre propre réengagement. Okay, c'est ce réengagement permanent qui nous mènera à destination. Donc notre job, dans la pratique ensuite, c'est d'agir de plus en plus au quotidien, selon notamment ces 4 vertus-là. C'est vraiment l'idée de la justesse, de la sagesse. On agit sur ce qui est le plus important. On ne se laisse pas distraire à droite à gauche par peut-être des futilités. Parce que lorsqu'on fait ça, on n'est pas en très bon terme avec notre daimon, notre nous intérieur. Et on s'éloigne de ce sens de l'épanouissement intérieur que l'on pourrait connaître, que l'on voudrait connaître. Encore une fois, je vais prendre des exemples assez simples, mais ces idées des vertus, c'est la même chose. Elles sont déjà au fond de nous. On sait très bien tout ça. Je vais prendre 4 exemples pour ces 4 vertus. Si je n'agis pas avec sagesse, donc typiquement, il y a une décision importante que je dois prendre dans ma vie, mais j'ai aucune prise de recul. Peut-être que cette décision, je la prends sous la pulsion, ou sous l'émotion, sous la colère. Je risque de regretter. Si je n'agis pas avec justice, je manque d'intégrité, par exemple, dans une de mes relations, ou alors je suis insolent, je risque de regretter. Si je n'agis pas avec courage, et le jour où je dois faire cette chose essentielle pour moi, mais j'ai tellement peur de le faire que face à l'événement, je fuis, je risque de regretter. Et enfin, si je n'agis pas avec tempérance, avec discipline, même chose, si je veux aller faire une séance de sport, et au dernier moment, je me retrouve à binge-watcher sur Netflix, comment je me sens après 5 heures de suite devant l'écran, alors qu'à la base, je voulais faire du sport? Je me sens pas génial. On sait très bien tout ça. Ok? C'est très concret. Notre jeu, c'est de vivre avec vertu
et à chaque moment, le plus possible, essayer d'exprimer notre meilleur. Quand on étudie le stoïcisme, on étudie le fait que le caractère, ce qui vient de nous, notre comportement, ce qui vient de l'intérieur, c'est plus important que, par exemple, la beauté, que l'aspect extérieur, que ce qui est plus, peut-être superficiel. Et on le verra dans le deuxième pilier. Ce qui est génial, c'est que tout ce qu'on a cité, ces 4 vertus, on a du contrôle dessus. On peut décider à chaque moment de vivre ou non avec vertu. De vivre soit avec vertu ou soit de vivre à l'inverse avec des décisions plus éloignées de notre meilleure version. On peut le décider. Et d'ailleurs, on insiste aussi beaucoup sur le fait que c'est un vrai package. On veut progresser sur toutes ces vertus-là. On ne veut pas en négliger une. Dès lors qu'on en néglige une, on a une part de nous qui regrette. Et on creuse le gap entre qui on est et qui on pourrait exprimer, ce qu'on pourrait exprimer à notre meilleur. Un dernier mot sur ce premier pilier. On veut vivre plus régulièrement au quotidien avec vertu. On veut réussir pour ça à être plus concentré. On veut être plus concentré dans notre vie, plus conscient de ce qui se passe, plus conscient de notre propre décision. On va apporter de la conscience sur notre quotidien. Sénèque nous dit, une très belle citation, j'ouvre les guillemets, « Le commencement du salut, c'est la connaissance de sa faute. Car si j'ignore que je fais mal, je ne désire pas me corriger. Et il faut se prendre en faute avant de s'amender. Donc autant que tu pourras, prends-toi sur le fait. Informe contre toi-même. » Je ferme les guillemets. On a cette idée très intéressante d'être plus conscient au quotidien des moments où on agit mal. Entre guillemets, on fait preuve d'un manque de vertu. Et avant cette mauvaise action, tiens là par exemple je sens que je vais mal agir, on prend une décision différente. Mais pour ça, on a besoin de clarté. On a besoin d'être plus conscient que, ok, effectivement, l'action que je vais entreprendre, ou bien même si c'est trop tard, l'action que je viens d'entreprendre, elle n'est pas forcément optimale. Et donc ça nous ramène directement au fait que tout est dans la pratique. La philosophie, c'est l'étude de la sagesse. On pourrait penser que cette idée de l'étude, c'est très intellectuel, mais dans le stoïcisme, pas du tout. Elle est extrêmement pratique. Tout ça est très dur. Prendre conscience de nos erreurs, c'est difficile. Agir optimalement le plus possible, c'est parfois très très difficile, mais c'est le jeu. Et rien n'est censé être simple. On veut embrasser le process de la difficulté et on veut essayer de faire, et j'insiste sur le mot faire, pas juste d'intellectualiser tout ça. Dans la vraie vie, on veut faire dans le quotidien. On veut vivre ces idées. On veut les vivre. Elles n'ont aucune utilité si elles ne restent que des idées. Elles doivent devenir des faits. Dans ce que je te dis là, il y a une vraie rupture. Un philosophe aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas l'image qu'on en a, où tu sais, on va plutôt penser à une personne qui va lire toute la journée et qui va écrire des papiers, peut-être en fumant des cigarettes. Bon, c'est comme si on allait voir un nutritionniste qui devait perdre 30 kilos. Tu vois, ça n'a pas de sens. Pour moi, un philosophe, c'est quelqu'un qui pratique. Et on veut vivre ses idées. Et c'est tout l'objet de mon travail avec toi, toute l'essence de la forme de coaching que je pratique. On veut devenir des exemples dans l'application de ces idées-là. Premier point, standardiser avant d'optimiser. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que si on veut optimiser un comportement, il doit déjà y avoir un comportement dans un premier temps. Et donc on va s'attacher à l'idée de le construire petit, plutôt que d'en faire un chef-d'œuvre. Standardiser, ça veut dire commencer par faire petit. Et donc on va créer une version minuscule de notre habitude. Une version qu'on sera sûr de faire à tous les coups, tous les jours. C'est Stephen Guise dans Mini Habits qui nous dit qu'on veut une action ridiculement petite. Ces mots exacts sont stupid small, too small to fail, trop petite pour échouer. On ne peut pas échouer tellement elle est facile à faire. Donc quand on va construire notre système, on aura, quoi qu'il arrive, une version ridiculement minuscule. On veut jouer de la guitare tous les jours? On joue 1 minute par jour. On veut méditer tous les jours? Je médite une seule respiration, littéralement 15 secondes. Je veux écrire un livre? J'écris une phrase par jour. Je veux manger plus sainement? Je mange un morceau de légumes en plus par jour. Très petit, et chaque jour, on renforce notre identité. On devient en fait le type de personne capable d'agir vers l'identité souhaitée. Et je le répète, chaque action que l'on fait est un vote pour la personne que l'on veut devenir. Et notre habitude va se créer dans la répétition. On se donne un maximum de chances de réussir dans notre répétition. Et on parlera de performance plus tard. 1% meilleur chaque jour, on l'a vu, c'est 37 fois meilleur à la fin de l'année.
Donc premier point, standardiser, faire petit, faire minuscule, tellement petit qu'on ne peut pas échouer. Okay, c'est l'idée de la mini-habit. Deuxième point, la flexibilité. Alors le sujet de la flexibilité sera le thème général du module numéro 3. On va commencer ici à parler d'un certain type de flexibilité qui est ce qu'on appelle la flexibilité horizontale. C'est-à-dire qu'on va simplement se fixer plusieurs options pour réaliser notre habitude. Comment je fais si par exemple mon habitude c'est d'aller courir tous les matins, même si c'est juste courir 1 minute, mais que ce matin précisément, il y a une tempête, il y a un déluge, c'est le chaos dehors. Ou comment je fais si, par exemple, je suis confiné chez moi pendant 5 semaines à cause d'un virus. Je suis fragile si j'ai qu'une option. Pour être résilient, et même encore mieux pour être antifragile, j'ai besoin d'avoir plus d'options. Et donc peut-être que si je ne peux pas aller courir, je peux faire autre chose. Je peux faire 10 jumping jacks, 10 sauts, 10 squats, 10 pompes. Je renforce quand même mon identité de sportif. Le jour où j'ai pas cette chance de pouvoir aller courir. Si tu veux lire tous les jours, même si c'est juste une page par jour, mais qu'aujourd'hui tu n'as pas de livre, comment tu fais? Tu fais quand même parce que tu as une autre option qui peut être par exemple le fait d'avoir un livre audio sur Audible et tu peux continuer ton habitude. Ok? On développera bien plus en profondeur dans le module numéro 3. Commence à y réfléchir. Je veux mettre en place telle habitude. Bon, comment je la diversifie? Comment je lui rajoute quelques options au cas où je ne peux pas réaliser cette action-là, celle que je m'étais dit en premier lieu. Donc premier point, une croyance n'est ni vraie ni fausse. Elle n'a même pas à tendre vers ce qu'on pense être vrai. C'est juste un choix sur ce qu'on considère être vrai. On peut les modifier, autant faire en sorte qu'elles nous supportent, qu'elles nous permettent d'avancer vers les résultats que l'on souhaite, plutôt qu'elles nous retiennent. Okay? On veut avoir cette humilité de se dire, ok, les croyances que j'ai actuellement, d'une certaine façon, m'ont mené là où je suis aujourd'hui, donc je vais revoir mes convictions. Je vais prendre ce recul-là, je vais les remettre en cause et je vais commencer à les remplacer par des croyances qui me supportent. Alors, d'où viennent ces fameuses croyances? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a ce système de croyances qui nous est propre? Là aussi, c'est très intéressant. On va voir que pour la plupart des croyances, on ne les a pas choisies. On les a reçues, elles nous ont été transmises. Et pourquoi on va les conserver? Tout simplement parce que dans notre vie, on va très rarement être dans une position où on va pouvoir se permettre de les rejeter. Première source évidente, dès nos premières années, nos parents, notre famille. Quand on est parent, on veut avoir conscience de ça, on a une influence gigantesque sur ce que va croire notre enfant. Et donc on hérite dans un premier temps des croyances de nos parents, c'est naturel. Ce que eux considèrent être vrai dans la vie, nous aussi on va considérer que c'est vrai. Ça va être notre schéma général, notre façon de voir le monde. Et ça va être relativement difficile avant un certain âge de s'y opposer, de remettre en cause tout ça. Ensuite, on a de nouvelles croyances qu'on va acquérir à l'école, par exemple, avec nos premiers copains, copines de classe, avec nos enseignants. Par exemple, beaucoup de monde aujourd'hui dans notre société n'a absolument pas confiance en soi au quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être entendu toute leur enfance, de par leurs parents ou de par leurs professeurs, qu'ils étaient nuls à l'école. Et plus on va grandir, plus on va acquérir de nouvelles croyances, de par notre expérience, de par la société, de par les médias, notre environnement, etc., etc. Donc la plupart des croyances que l'on peut avoir viennent de l'extérieur. Elles viennent de l'extérieur. Tout ce qui va venir de nous-mêmes sera finalement un renforcement de par nos expériences, de par peut-être des traumatismes que l'on va connaître. On va faire le travail un peu plus tard. Mais si par exemple, j'ai des parents très pauvres qui vont me répéter sans cesse que la vie est très difficile, je vais peut-être naturellement grandir avec la croyance forte que oui, la vie est dure, la vie ne peut pas être simple. On ne peut pas être heureux. Et donc, je vais peut-être être malheureux toute ma vie. Et de ces croyances-là, peut-être anodines au début, vont résulter des actions qui vont tendre à me confirmer tout ça. Et ça va m'amener à un autre point très important à avoir en tête, c'est que plus on vieillit, plus c'est difficile de changer ses croyances. Parce que ça demande un vrai travail sur l'ego. C'est difficile de se dire qu'on s'est peut-être trompé sur une idée et que ça a impacté, peut-être négativement, toutes nos années précédentes finalement. D'autant plus qu'on l'a vu, on tend à renforcer nos croyances. Parce que naturellement, on veut se prouver qu'on a raison. Un autre exemple très simple, quand une personne va te dire qu'elle est nulle dans un domaine, si tu lui fais essayer et qu'elle n'y arrive pas du premier coup, ce qui est relativement normal, elle va pas te dire « j'y arrive pas du premier coup, c'est normal ». Elle va te dire immédiatement « tu vois, je te l'avais dit que j'étais nul ». Non seulement on veut se prouver qu'on a raison, mais on tend à renforcer très fortement du coup nos fortes croyances. Si tu devais garder une image de ce qu'est une croyance, pense à un costume. Quand on parle de différents domaines de vie,
Santé, vie professionnelle, relations personnelles, finances, peu importe. On a tous différents costumes. Ces costumes, notre garde-robe, c'est notre système de croyance. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va identifier quel type de costume on a, et s'ils ne nous conviennent pas, on va juste en changer. On va remplacer nos costumes par d'autres costumes. Et j'irai même plus loin, on va remplacer les costumes qu'on nous a donnés par des costumes qu'on va nous-mêmes choisir. Et ça sera un premier vrai verrou de sauter dans notre voyage vers notre croissance personnelle. Et donc pourquoi l'autocompassion est corrélée, cette fois-ci avec moins de procrastination? Parce que naturellement, lorsque tu prends cette habitude de pratiquer l'autocompassion, tu es dans le pardon, tu es dans la consolation, et tu te mets dans l'action pour faire mieux la fois suivante. Tu n'es plus dans le jugement, tu n'es plus dans le stress, tu as un taux de cortisol moins élevé. Et donc naturellement, tu as plus d'autodiscipline personnelle. Et Christine Neff nous le montre, l'autocompassion a des vertus exceptionnelles sur la motivation, sur la performance, sur la santé, sur finalement n'importe quelle forme de succès en fait. Et donc bien sûr sur la productivité, sur le passage à l'action. Quand il y a de l'autocompassion, il y a une forme d'encouragement aussi. Et on voit plus l'échec comme étant une opportunité que comme étant une mauvaise expérience. On se félicite d'avoir essayé, on se remet au boulot. Okay, c'est véridique, ça a été, et même si ça peut paraître assez étrange, l'une des idées qui a eu le plus d'impact sur ma propre procrastination et que j'utilise encore tous les jours. Okay, quand on est dans l'autocompassion, on est dans un environnement sain en fait. Et dans ce type d'environnement, on n'a plus peur de l'échec. C'est ok de se tromper. Donc tout ce qui nous pousse à procrastiner, comme des émotions telles que l'anxiété, la déception, la honte, la culpabilité, la peur, tout ça est réduit. Et on a moins d'émotions auxquelles on a envie de s'échapper. Donc naturellement, on est plus à même de reprendre les rênes que de laisser notre singe aux commandes. Donc comment ça se passe? Stratégie numéro 2 dans cette formation, dans ce module. La pratique de l'autocompassion. Pratiquer l'autocompassion. Quand on procrastine, on l'a vu, on a tendance à être dans l'autocritique, ce qui va accentuer notre malaise et nous pousser encore plus à procrastiner. Dès qu'il y a de la négativité là-haut, okay, le singe reprend les commandes pour fuir le plus loin possible. Donc on empire les choses. Ce que j'aimerais que tu fasses, quand tu te prends les mains dans le sac, c'est tout l'inverse. Tu te pardonnes. La procrastination, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Tu ne la supprimeras jamais. Donc tu te pardonnes. Ça va, ça arrive. Pas besoin de s'énerver. Tu as fait ce que tu as pu. Tu as des mécanismes qui font que finalement tu as fui face à l'action. C'est comme ça. Mais on le note. On ne se juge pas. Et on ne juge pas non plus les potentielles mauvaises émotions qu'on va quand même expérimenter. C'est normal en fait de ne pas être satisfait de sa performance. Mais du coup, parle-toi comme si tu parlais à un ami. Tu lui dirais, excuse-moi pour le langage, mais par exemple, tu lui dirais jamais, écoute, t'es qu'une merde, tu feras jamais rien de ta vie. Ok? Tu lui dirais pas ça. Donc ne te parle pas comme ça. Parle-toi comme si tu voulais réconforter une autre personne. Et progressivement avec le temps, tu vas avoir un shift émotionnel très important et tes émotions qui génèrent du stress et donc de la procrastination seront remplacées par des émotions qui sont plus corrélées avec un passage à l'action efficace. Okay, donc en 2 mots, cette stratégie, sois cool avec toi-même, c'est ok de ne pas être parfait, et agis avec toi-même comme si tu voulais réconforter un ami très proche que tu aimes beaucoup. Dans le module précédent, on a bien compris l'importance de l'aujourd'hui, l'importance de c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est mon action d'aujourd'hui qui déterminera mon futur, mon avenir. Et donc en réalité, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. D'où notre méthode générale, carpe diem, saisir la journée, cueillir la journée, non pas sur un plan purement hédonique, mais sur un plan très concret. C'est aujourd'hui que ça se passe. Si on regarde bien finalement, aujourd'hui, en réalité, a démarré la veille au soir. Et ça, on ne le réalise pas assez dans notre quotidien. Quand on pense au fait de designer ses journées, on va toujours se dire, ok, je me réveille à telle heure, au réveil je fais ça, puis ensuite je fais ça, etc., etc. Et c'est très bien, bien sûr. Maintenant, l'idée que j'aimerais souligner et te suggérer, c'est de ne pas faire comme les autres, au contraire, de commencer à designer ta journée la veille au soir. Pour une raison très évidente, ta soirée aura un énorme impact sur ta journée du lendemain. Imagine très simplement 2 cas de figure différents. Tu veux démarrer ta journée, disons, à 7 heures le matin, commencer par une petite routine matinale assez sympa, ou en tout cas des actions qui te mettent sur les rails, peut-être un peu de lecture, un peu de sport, peu importe. Bon, super, premier cas de figure, tu passes une soirée au calme, pas trop d'écran, tu vas te coucher assez tôt, tu t'endors paisiblement, tu optimises tes chances d'avoir une bonne nuit de sommeil, et du coup de te réveiller, peut-être sans réveil, autour de 7 heures le matin. Deuxième cas de figure, tu sors, tu passes la soirée à boire dans un bar, tu rentres chez toi, il est 1h30 du mat,
Tu t'endors à moitié sous, tu penses bien dormir, mais en réalité tu as un sommeil très agité. Tu te réveilles à 7 heures avec une alarme qui te sort un peu du sommeil d'une façon très brutale. Et finalement, tu as encore un petit peu la gueule de bois. Bon, aucun jugement, bien sûr, hein, chacun vit sa vie exactement comme il le souhaite. On comprend bien, en revanche, que si ton but, c'est de créer une journée chef-d'œuvre en commençant par telle et telle action le matin, à 7 heures par exemple, ta journée ne commence pas à 7 heures. Tout ce que tu as fait 12 heures plus tôt, on va dire, a une énorme influence sur ce qui se passera à 7 heures le matin. Et on le voit d'ailleurs dans les exercices que je te propose, on a une succession de journées, et la soirée de la veille est directement reliée à la matinée de la journée. On a une vie pleine de cycles finalement. Et celui-ci, on veut le voir. Soirée, matinée, soirée, matinée, soirée, matinée. On veut prendre conscience que, oui, en fait, tout commence toujours la veille au soir. Prendre soin de sa soirée, c'est fondamental si je veux bien commencer ma journée. Et l'un des points les plus essentiels pour vraiment prendre conscience de cette idée, c'est simplement de faire la connexion. Il y a 2 métaphores que j'aimerais beaucoup te partager. Elles viennent de 2 personnes qui seront très importantes dans notre formation, Matthew Walker et Stephen Joseph. Et c'est mon coach qui avait fait le rapprochement avec une idée très marrante, voir le pont dans la boule de neige. Retiens bien cette idée, voir le pont dans la boule de neige. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tout d'abord le pont. Matthew Walker, l'auteur de Why We Sleep, j'ai les références, traduit Pourquoi nous dormons. Exceptionnel livre, un livre indispensable dont je te recommande absolument la lecture. S'il y a un livre que tu dois lire, c'est peut-être celui-ci. Matthew Walker nous donne cette belle pépite de Joseph Kaufman et nous dit « Le meilleur pont entre le désespoir et l'espoir est une bonne nuit de sommeil ». Et la science est extrêmement claire là-dessus aujourd'hui. Enchaîne des mauvaises nuits de sommeil et tu as ton moral qui va chuter. Et Matthew Walker pensait que le sommeil, finalement, c'était juste un pilier important de la santé. Parmi d'autres, avec par exemple la nutrition, la gestion du stress, l'activité physique, etc., etc. Mais après 20 années de recherche, il est convaincu aujourd'hui que le sommeil, c'est pas juste un pilier, c'est le pilier sur lequel reposent les autres domaines. C'est le point central, le plus important. Et apprendre à avoir de bonnes pratiques le soir nous aide à optimiser notre sommeil la nuit et donc à augmenter nos chances de se réveiller plus en forme le lendemain matin. Donc ça, c'est notre pont, le pont entre le désespoir et l'espoir. Pourquoi la boule de neige maintenant? Stephen Joseph, donc l'auteur de What Doesn't Kill Us, un expert sur la science de la croissance post-traumatique, de l'antifragilité finalement, nous explique que lorsqu'on est secoué par un événement, on est comme une petite boule de neige. Il faut du temps avant de pouvoir avoir de la clarté sur la situation. Quand on secoue, j'en ai pris une regarde, quand on secoue une boule de neige, qu'est-ce qui se passe? On a du brouillard qui se crée dans la boule. Ça devient moins clair l'image qui est au centre. On a ce brouillard-là pendant certains moments et la boule de neige, c'est finalement une excellente métaphore également pour notre cerveau le soir, quand on est dans de la stimulation permanente, avec des écrans tard le soir. C'est ce qu'on lui inflige. On crée finalement du brouillard au moment où, au contraire, le cerveau devrait se préparer à une bonne nuit de sommeil. Voir le pont dans la boule de neige, c'est une métaphore pour réaliser cette connexion en fait entre ok, c'est vrai, j'ai pas bien dormi, je me sens peut-être un peu moins bien moralement le lendemain. Et également, ok, c'est vrai, je suis resté tard le soir sur les écrans, j'aurais peut-être pu gagner 1 heure de sommeil et j'ai du mal à tenir dans la journée. Fais cette connexion. Recueille de la donnée sans jugement, bien sûr, entre comment tu te sens aujourd'hui et ce qui s'est passé la veille au soir. Profite même finalement de tes potentiels dérapages pour te le rappeler. Ça va m'arriver parfois. Et si je me sens pas super le lendemain, je vais automatiquement me dire, il y a peut-être un point d'amélioration ici en soirée, je vais tenter de faire mieux dès ce soir. On veut apprendre pour retenir. Le vrai objectif de ce programme-là, c'est ça, c'est apprendre pour retenir, pour que dans 10 ans, tu t'en souviennes encore. Et avoir conscience qu'on a parfois l'illusion de savoir, c'est un premier point extrêmement critique, parce que si on pense savoir, on ne fera jamais l'effort de vérifier. Et on va perdre de la donnée. Il y a de la donnée qui va s'échapper. Alors que si je sais que mon savoir est peut-être une illusion, à l'inverse, là je vais sûrement le vérifier, je peux le vérifier en tout cas, et je peux voir, je peux jauger à quel point la donnée va rester. Je te parlais de solitude délibérée dans la dernière partie, je vais te parler ici de difficulté délibérée. On parle de difficulté désirable. On désire de mettre de la difficulté, c'est un nom un peu scientifique qu'on donne au concept, on en parlera durant toute la 3e partie également pour une raison très simple. On veut désirer de la difficulté, on veut ajouter de l'effort, on veut mettre un effort supplémentaire pour qu'une donnée colle d'autant plus dans notre cerveau. Dans cette 2e partie, j'aimerais revenir en fait sur un premier moyen
extrêmement simple, mais très très critique, et que j'aimerais absolument que tu mettes en place le plus vite possible, mais vraiment, pour nous permettre de jauger justement cette illusion de fluidité, pour nous permettre de nous dire, ok, là je pense savoir, mais en fait je ne sais pas. Et dans le même temps, du coup, pour nous aider à retenir d'autant plus la connaissance. Cette première méthode très simple, que l'on doit appliquer un maximum de fois au quotidien, c'est le quiz personnel. Okay, le quiz personnel. Cette idée extrêmement triviale, mais très puissante, de se tester, de se poser des questions sur ce qu'on a appris. C'est ce que j'ai tenté de faire en fin de module avec toi. Et c'est ce que tu peux faire dès maintenant. Est-ce que tu te rappelles par exemple, sur le module numéro 2, on va dire, quelles sont les 8 formes d'intelligence? Tu peux mettre pause là et essayer de te rappeler des 8 formes d'intelligence. Est-ce que tu peux me les ressortir ou pas? Bon, c'est une bonne question à se poser. Absolument tous les chercheurs parlent de cette illusion de fluidité. Et ils ont tous un concept derrière, qui est le même, qui est cette idée de test. Cal Newport l'appelle le quiz and recall. On se teste et on se rappelle ce qu'on vient de voir. Peter Brown et les gars de Make It Stick l'appellent la remémoration. Les scientifiques l'appellent également le self-testing effect ou l'active retrieval, la récupération active, le rafraîchissement actif. On s'arrête et on tente de rafraîchir ce qu'on vient de voir. Et c'est une excellente façon de renforcer notre mémoire. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on repasse en fait sur les chemins qu'on veut créer. On renforce le chemin de neurones qui nous permet d'arriver jusqu'à la connaissance. Et littéralement, plus on renforce les chemins, plus on arrive à retrouver la donnée. Et cette idée très simple peut vraiment tout changer. Okay, si tu dois sortir peut-être une seule chose de toute cette formation, ça peut être ça. Pause et quiz. Okay, avec les enfants par exemple, on s'arrête, feuille blanche, et vas-y dis-moi ce que tu as retenu. Ça va demander de l'effort d'aller chercher la donnée. Mais cet effort-là est hyper sous-estimé, il est d'une puissance incroyable. Donc le self-test, le test personnel, on fait appel d'une façon parfaitement volontaire à notre mémoire et on jauge, on voit où est-ce qu'on en est. Ça nous permet de voir qu'effectivement, on a retenu 2-3 trucs, félicitations. Ça nous permet également de voir qu'on n'a pas retenu 2-3 trucs. Oups. Voilà, souvent le frein est là d'ailleurs. C'est que c'est inconfortable. C'est inconfortable, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de savoir qu'on ne sait pas. Okay, et c'est une erreur de notre part. On n'a pas envie de prendre le risque de se tester pour peut-être se rendre compte qu'on ne sait pas. On préfère se dire qu'on sait, on préfère avoir l'illusion du savoir. Mais on ne se juge pas. Il n'y a pas de problème. Ok, je ne le sais pas, c'est pas grave. Je vais travailler un petit peu plus. Et si tu es capable de ressortir toute la donnée, c'est génial, c'est que tu le sais. Si tu n'es pas capable, c'est pas grave du tout. On va pouvoir continuer de se tester. On va réapprendre, on va se retester, etc., etc. Comment ça se traduit dans notre vie, très concrètement? Comment tu peux le mettre en application? Je donne quelques idées personnelles. Pendant toutes les formations que je vais suivre, par exemple, et tu peux l'appliquer pour celle-ci, je vais toujours, à intervalles très très réguliers, mettre pause et réfléchir à ce que je pense avoir retenu. Je vais aussi reformuler cette donnée. C'est un excellent moyen de l'ancrer. Je vais faire 2-3 petits trucs supplémentaires aussi qu'on abordera dans le module numéro 4, sur la mémoire, pour m'aider à ancrer encore plus la donnée. Pour le moment, on s'arrête juste à cette idée d'apprentissage. Je fais l'effort de mettre pause et de me tester. Et ensuite, à la fin du module, je recommence. Ok, quel est le truc qui m'a le plus marqué? Qu'est-ce que je pense avoir le plus retenu? Comment je pourrais l'utiliser? Quand je lis, c'est pareil. Chaque fin de chapitre, je ferme le livre et je me teste. Quand je regarde, par exemple, ça m'arrive un documentaire, pareil, je me pose et je me teste. La force est vraiment dans le fait que ça met en lumière notre état d'apprentissage. On gagne en conscience. Okay, tu sais ce que tu as appris et tu sais ce que tu dois bosser. Et ça, c'est une donnée qui n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, de savoir ce que tu dois te rappeler, parce que tu t'en souvenais pas vraiment, et d'y revenir la prochaine fois, ça t'aide encore plus à le mémoriser la fois suivante. Okay, j'aimerais commencer par revenir sur la définition du succès que l'on peut avoir. Il n'y a rien de mal à vouloir devenir une belle personne, à vouloir devenir sa meilleure version possible, à vouloir évoluer, à vouloir atteindre l'excellence. Tout ça est parfaitement OK. C'est même très intéressant, dès lors qu'on est sur une quête qui fait sens pour nous. Le souci, c'est lorsque, comme la plupart des gens qui nous entourent dans la société, notre succès est mesuré par une métrique extérieure. Qu'est-ce que j'entends par métrique extérieure? Par exemple, l'argent. Si j'agis au quotidien pour me prouver ou pour prouver aux autres que je suis capable de gagner plus d'argent,
Peut-être que du coup, c'est l'argent qui définit mon succès. C'est beaucoup le cas dans la société aujourd'hui, par exemple. Beaucoup agissent pour gagner plus d'argent. Et beaucoup mesurent leur réussite en fonction de cet argent-là. On peut avoir également un marqueur comme la reconnaissance. On a du succès, par exemple, quand on est enfin reconnu par telle ou telle personne, ou reconnu dans un milieu, ou qu'on est admiré par les autres, ou qu'on représente quelqu'un d'important pour eux. On peut avoir la gloire aussi, la célébrité. J'aurai du succès quand je serai célèbre, quand je serai connu. On peut avoir un marqueur de succès aussi ou de réussite dans le nombre, un truc tout bête, mais le nombre de likes qu'on obtient dans notre vie, sur les réseaux sociaux. Dans le nombre de personnes avec qui, je sais pas, pour certaines personnes, le succès, ce sera de coucher avec un maximum de personnes. Okay, on a plein de marqueurs du succès comme ça qui viennent de l'extérieur. Tous ces exemples-là, on baigne dedans. Vraiment, on baigne dedans. Ce sont littéralement ce que les réseaux sociaux en fait nous mettent en avant. Et un pourcentage énorme de la population, consciemment ou inconsciemment, est motivé par ça. Plus d'argent, plus de likes, plus de reconnaissance. Okay, entre autres. Et donc, on a un premier travail intéressant à faire là-dessus. Se demander, ok, à quel point mes marqueurs de succès sont finalement drivés par l'ego, par une métrique extérieure. Quand on est sur cette course-là, soyons clairs immédiatement, on est foutu. On est foutu. On ne peut pas trouver le bonheur dans tout ça. On est littéralement foutu, très, très simplement parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que nous. En fait, c'est une vraie rat race. C'est une course qu'on ne peut pas gagner. C'est une course qu'on ne peut pas gagner. Parce que même si on pense la gagner, même si on arrive tout en haut, même si on arrive vraiment tout en haut, qu'on est la personne la plus riche sur Terre, bon, on aura de l'anxiété générée par le fait que quelqu'un derrière nous peut nous rattraper. Okay, le succès par la réussite extérieure, en tout cas par une métrique extérieure, c'est un piège qui se referme sur nous jour après jour. Ce qu'on va vouloir, à l'inverse donc, c'est avoir une sensation de succès qui n'est déterminée que par nous-mêmes. Que par nous-mêmes, qui vient profondément de l'intérieur. Qui vient par exemple de « je grandis, je progresse, j'apporte de la valeur dans le monde, je donne le meilleur de moi-même ». Ça, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous rattraper parce qu'on n'est plus en compétition avec les autres. On est sur notre propre chemin, on ne fait plus la course avec les autres en fait. Si je suis profondément motivé par ces métriques intrinsèques, peu importe ce qui va se passer autour de moi finalement, mon bonheur ne dépend plus de ce que je vais recevoir en termes d'attention par exemple. Je ne vis plus selon un schéma qui pourrait être « si aujourd'hui j'ai de la reconnaissance, je suis heureux, si demain j'en ai pas, je suis malheureux ». Notre marqueur de succès doit venir de l'intérieur, on veut créer une vraie transformation là-dessus. Okay, parce que si un jour effectivement on atteint nos objectifs, en termes de métrique extérieure. Si on n'est pas bien à l'intérieur, on va se rendre compte finalement que ce type de succès extérieur n'avait pas d'importance pour nous. On va se rendre compte qu'on s'est trompé. Parfois, on doit faire cette course-là d'ailleurs, pour réaliser tout ça pour de vrai. On doit faire cette course de métrique extérieure pour se rendre compte que c'est pas du tout la bonne course finalement. Okay, si mon succès ne vient pas de l'intérieur, il est bancal. Il est bancal. Au plus profond de nous, je vais la reprendre. Au plus profond de nous, on ne se sentira pas très bien. Ok ? Tu vois, j'ai agi en parfait imperfectionniste, d'ailleurs, là, en bafouillant comme pas possible. Comment on fait, du coup, pour se détacher de cette récompense extérieure ? Une récompense extérieure qui, naturellement, participe énormément au syndrome de l'imposteur, parce que on comprend bien, si on arrive complètement à shifter le processus, si on arrive à passer complètement de l'autre côté de la barrière, est-ce qu'on aurait peur de se faire démasquer ? Est-ce qu'on aurait peur que les autres pensent qu'on n'est plus à notre place ? Plus vraiment en fait. Ça n'a plus du tout aucune espèce d'importance tout ça. Le syndrome existe souvent lorsque nos motivations sont liées à l'extérieur, même si on ne s'en rend pas vraiment compte. Si quand je coach par exemple quelqu'un, je suis concentré sur qu'est-ce que mon client va penser de moi? Est-ce que j'ai été bon? Est-ce qu'il va vouloir continuer avec moi, etc., etc. Je suis motivé par l'extérieur. Je crée encore plus de doutes. Je crée encore plus de peur de ne pas être à la hauteur. Ok, on comprend bien, je pense. Donc comment on fait? On doit apprendre à abandonner ce besoin-là. On doit apprendre à abandonner le besoin de reconnaissance ou le besoin d'approbation des autres. J'aimerais te parler d'un outil
qui vient de Phil Stutz et Barry Mitchells, deux personnes très importantes dans mon parcours. Phil Stutz, c'est d'ailleurs le coach de mes deux coachs, de celui avec qui j'ai travaillé ces 3 dernières années et de celui avec qui je travaille aujourd'hui. Cet outil dont je vais parler se nomme la renonciation. La renonciation. La renonciation, c'est le travail d'un abandon volontaire. Volontaire. De quelque chose dont on pense avoir besoin alors qu'il n'en est rien. Okay ? Renoncer, c'est se dire que l'on abandonne tout espoir d'obtenir n'importe quelle récompense extérieure. On abandonne tout espoir d'obtenir n'importe quelle récompense extérieure vis-à-vis de ce qu'on a fait aujourd'hui. Renoncer, c'est se dire que l'on abandonne tout espoir d'obtenir une quelconque validation des autres, d'obtenir de l'argent des autres, de devenir célèbre pour les autres. On renonce à tout ça. Et on place notre marqueur sur « Ok, je vais tenter de faire de mon mieux aujourd'hui et ma satisfaction personnelle ne viendra que de là. Je fais de mon mieux. » Et souvent, les personnes qui connaissent un réel succès, qui les rend profondément heureux, sont ces personnes qui ont réussi à abandonner tout ça, qui ont lâché prise sur tout ça. Quand on abandonne tout espoir d'obtenir quelque chose de l'extérieur, on peut s'autoriser à être pleinement soi-même. On peut s'autoriser à être pleinement authentique, pleinement connecté à soi, à ce qu'on veut vraiment. On valorise pleinement, par exemple, ce qu'on a à offrir au monde. Comment on peut contribuer? À l'inverse, d'être concentré sur qu'est-ce que je veux obtenir de l'autre? Qu'est-ce qui va venir de l'extérieur? On touche finalement à quelques notions de stoïcisme ici aussi. Je veux un marqueur du succès qui soit dans mon contrôle. Si je fais X, Y, Z au quotidien pour obtenir une récompense extérieure, pour obtenir un bravo, un merci, une fierté de l'autre, non seulement j'agis du coup pour des raisons qui ne sont pas authentiques, mais surtout, j'ai pas de contrôle sur l'extérieur. Si je donne mon maximum et que je n'obtiens rien, je vais être malheureux. Alors que de simplement donner mon maximum pourrait être ce qui pourrait me rendre profondément heureux. Okay ? On renonce à tout ça. On abandonne, et littéralement, c'est le bon mot que j'utilise, on abandonne l'espoir d'obtenir quelque chose des autres. C'est une idée qui va complètement à contre-courant du fonctionnement du monde d'aujourd'hui. Mais c'est une idée extrêmement puissante, dotée vraiment d'un pouvoir libérateur absolument gigantesque. Est-ce que tu as encore ce sentiment d'être jugé au quotidien lorsque tu es plus concentré sur ce que tu obtiens de l'autre? Pas vraiment, ça ne peut pas cohabiter. Okay ? Je veux que tu apprennes à jouer à ton propre jeu, avec tes propres règles. Un jeu et des règles qui ne dépendent que de toi. Okay ? On veut se réentraîner finalement à voir les choses différemment. Et là encore, on ne peut pas passer de A à Z du jour au lendemain. Mais si on peut progresser ne serait-ce que d'1% par jour, c'est génial. C'est génial. On ne peut pas claquer des doigts et changer tout son fonctionnement en une journée. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais c'est OK. On se place sur le chemin d'une inversion de ce processus-là. Okay ? Dans la pratique, je te propose très simplement, chaque matin, de poser une intention très claire là-dessus. Chaque matin, par exemple, d'écrire dans un journal « Aujourd'hui, j'abandonne l'espoir d'obtenir X, Y, Z de l'autre. J'abandonne l'espoir d'obtenir, par exemple, une validation de l'autre, d'obtenir une reconnaissance. Peu importe, je renonce. Je ne cours plus cette course-là. J'abandonne l'espoir d'obtenir X, Y, Z. Je me concentre sur ABC. ABC étant des facteurs intrinsèques. Par exemple, j'abandonne l'espoir d'obtenir cette validation. Je me concentre sur le fait de donner le meilleur de moi-même. Okay ? Une telle intention posée chaque matin, c'est un magnifique cadeau qu'on se fait. Okay ? Un magnifique cadeau que l'on se fait. Et si par exemple dans la journée, tu te rends compte que ton focus s'est replacé sur l'extérieur, sur l'attente de quelque chose de quelqu'un. Parfait. Nickel. C'est l'occasion de pratiquer. Okay ? On prend conscience de ça, on a pris conscience de ça, super, on change de processus. On renonce. Ok, je renonce et je me reconcentre sur une métrique intérieure. Ok ? Je te laisse réfléchir à tout ça. Je pense qu'on attaque cette semaine avec une idée assez forte. C'est vraiment peut-être l'une des leçons les plus importantes de cette formation.
j'espère que tu en as bien conscience, on renonce. On abandonne l'espoir d'obtenir quelque chose de l'autre. Si ça te choque un petit peu ce que je dis, tant mieux. Ok ? Parfois on a ce truc de putain, j'avais jamais vu le truc sous cet angle-là. Ok ? Notre succès vient de l'intérieur. Il peut venir, par exemple, de notre propre authenticité. Moins je porte de masque aujourd'hui, plus je me sens en paix avec moi-même. Parce que je me libère de la peur, du stress ou de l'anxiété de me faire démasquer. Ok ?